bienvenue sur ma chaîne. Alors déjà j'espère que vous allez bien. Je voulais d'abord remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Alors merci, c'est sympathique, ça fait plaisir. Donc comme d'habitude je vais commencer par Marseille, pas grand chose à dire. Et puis comme d'habitude après on va enchaîner écologie, santé un peu. Et après partir sur politique, parce que beaucoup de choses à dire. Et après, bon, crise ukrainienne, comme d'habitude. France Bleu, punaise de lit à Marseille, un nouveau plan de lutte vide selon les collectifs. Alors que de nombreux... Oui, parce que nous, on a un problème de... Enfin, nous. Bon, franchement, j'ai jamais connu quelqu'un qui avait un problème de punaise de lit. Après, je connais pas Marseille, enfin, tout Marseille. Mais on m'a jamais... Bon, après, peut-être les gens ne le disent pas parce que peut-être que ça fait crasseux. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit moi, j'ai des punaises de lit ou quelqu'un a des punaises de lit. Mais bon, il paraît que c'est un fléau à Marseille. Donc, le gouvernement vient de dévoiler sa nouvelle feuille de route pour lutter contre la prolifération de ces insectes. Mais il n'apporterait rien de nouveau selon les associations. Ben ouais, on se doute. Parce que nous, on a tellement d'experts qui s'y connaissent qu'on ne sait pas comment lutter contre des pauvres petites punaises de lit. Voilà. Au 21e siècle. Hein, alors qu'on envoie des gens, enfin des voitures sur Mars. Alors, objectif, mieux informer le public. Ah oui, c'est vrai que ça va nous aider. Et mieux accompagner les victimes. Tu vas leur acheter des matelas. Dans la deuxième ville de France, de nombreux foyers doivent faire face à ces bestioles. D'accord. C'est le cas de Yamina, cet habitant de la cité Herbel. Ah, ouais, je pense que ça vient de la cité. Ah oui, alors ça doit être ceux dans les cités, je pense. Dans le 11e arrondissement, s'est installé dans un nouvel appartement, tant son ancien logement était infesté par ces insectes. Ah ouais. Je n'osais même pas aller voir le médecin, dit-elle, parce que j'avais honte. Et ouais, c'est ça, ils ne doivent pas en parler. J'avais peur qu'ils se disent que je vivais dans un endroit sale alors que mon 3 pièces était nickel. Ah ouais, mais ça veut rien dire. Ouais, moi, et les cafards, j'en ai pas, hein, à la base. Mais il y en avait une, elle en avait. Et du coup, ils remontaient par les tuyaux de la pile et tout. Oui, la pile, c'est le lavabo, vous savez. On appelle ça la pile. Par la pile de la cuisine et par le lavabo, par les tuyaux. La douche, les bébés remontaient par la douche. Bon, maintenant, ça y est, j'en ai plus. Mais c'est pour vous. Et pourtant, moi, je suis tout le temps en train de faire le ménage. Hein, parce que j'ai que ça à faire. Ça et des vidéos, donc du coup, ma maison, elle est nickel chrome. Du matin que je me lève jusqu'au soir que je me couche. Cette dernière demande que l'État fasse de la lutte contre les punaises de lit un enjeu de santé publique. Ah ouais, c'est dégueulasse. Hein. C'est comme à un moment donné, il y avait des puces. Non, la gale. Il y avait de la gale dans le collège à mon fils. Vous vous rendez compte? La gale ou les puces? Vous envoyez votre enfant, il revient, il a des puces. Alors, je vous avais parlé dans mon autre vidéo qu'à Marseille, ils étaient en train de dilapider, de mettre aux enchères tout le patrimoine de Marseille, en fait, hein, puisque bon, c'était la chambre de commerce, et que c'était un peu bizarre, le truc. Voilà, et que soi-disant, c'est parce qu'ils n'avaient pas eu le poète musée labellisé, vous savez, que alors du coup, ah bah ouais, non, bah nous, il n'y a pas le poète, donc on peut vendre. Après la polémique sur... Alors ça, c'est Madine Marseille. Après la polémique sur une possible vente aux enchères d'œuvres du patrimoine de la CCI ex-Marseille-Provence, son président Jean-Luc Chauvin s'est voulu rassurant. Il affirme même lancer une stratégie à créer un musée de la marine à Marseille. Je savais pas qu'on n'avait même pas un musée de la marine. On est à Marseille. Fondé par qui? Les Grecs, je sais pas quoi, les Étrusques, je ne sais rien. On n'a pas de musée de la marine à Marseille. D'accord. Vous voyez, comme on n'a rien, nous. Nous, c'est. Je vous dis, on a un musée, il fait 10 mètres carrés, il y a 3 pièces, 2 poutres toutes pourries, qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Soi-disant, c'est un bateau. Bon, on va les croire, hein, puisque bon. Vous savez, moi, je suis une sceptique, donc je ne crois en rien. Puis, ben, on a 3 pièces, 2 poteries cassées et 3 poutres qui, soi-disant, viennent d'un bateau. Et ben voilà, ben, on n'avait même pas de musée de la... C'est un peu comme si à Brest, vous disiez, il n'y a pas de musée de la marine, vous voyez? Ou à Toulon. Bon, je suis sûre qu'à Toulon, ils en ont un. On en découvre, on en découvre, du coup, des choses. La ville et la région ont également déploré ce projet. C'est plus de 20 jours plus tard que la CCI a fini par s'exprimer sur le sujet. Ah ouais, il devait se dire, putain, comment on va faire? Attends, il faut qu'on trouve un truc.
laissant la thèse de la vente aux enchères de ces pièces faire son chemin, que le président du conseil régional, oui justement, parce que j'ai l'article là, Renaud Muselier, juge illégal. Et pour une fois qu'il fait quelque chose, lui. Alors, le président de la CCI a même avancé une thèse contraire aux polémiques, à savoir que cette estimation s'inscrit dans une démarche lancée il y a plusieurs années autour d'un objectif, la création d'un musée de la marine à Marseille. En fait, il voulait les vendre. Moi, je vous explique. Le schmitt, vous voyez, pour vous dire comment moi je suis fou. En fait, il va les vendre à des propriétaires privés, vous voyez, à des privés. Il va avoir les noms, parce que les œuvres d'art comme ça, les trucs comme ça, c'est tout, vous savez, nom, adresse, c'est tout recensé, quoi, répertorié. Donc, il va avoir les trucs. Après, il va créer un musée. Et après, il va demander à ses propriétaires privés de bien vouloir, sous condition d'être payés, d'accord, de mettre les œuvres qu'ils nous ont achetées dans le musée. Du coup, tout l'argent qu'eux, ils ont payé les heures, du coup, nous, on va leur rendre en récupérant les heures en location. Voilà, mais c'est ce qu'ils font. Et je vous promets, c'est ce qu'ils font. Un projet de la chambre que la chambre consulaire ne peut plus porter suite à la loi Pacte qui nous empêche de mettre nos ressources publiques à autre chose que l'accompagnement des entreprises. C'est devenu impossible juridiquement et financièrement, toujours selon lui, puisque les ressources sont passées de 52 millions en 2010 à 13 millions en 2022. Or, la CCI entend tout de même porter ce projet de musée de la marine et rappelle la collection colossale accumulée, ah ben oui, par la plus vieille institution du type en France. Et oui, parce que je vous avais dit qu'on a été la première chambre de commerce et on a, à Marseille, et on n'est même pas capable d'avoir un musée de la marine. Non, mais c'est grave. Mais il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas de bateau à Marseille. Enfin, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'ancien bateau à Marseille. Enfin, il n'y a rien. On n'a rien. Voilà, quand je vous dis qu'on n'a rien, on n'a rien. Alors quand je vous dis qu'on est envahi de bobos parisiens, vous voyez, et que c'est pour ça que Marseille, c'est plus Marseille en fait. Et vous savez que nous, en tant que Marseillais, on est dégoûtés. Parce que nous, on aimait bien notre jarret, vous voyez. On aimait bien nos places toutes défaussées, vous voyez, parce que c'était avec les bancs typiquement marseillais, c'était, vous voyez, il y avait les platanes, il y avait, c'était tout, c'était pittoresque, vous voyez. Et là, ils nous ont tout fait comme à Paris. Vous savez, les trucs beiges, tout ça, c'est mal fait. Même pas je raconte. Parce que les mecs qui l'ont fait, ils savent pas qu'il y a un bus qui passe, donc ils sont obligés de combler avec du béton là-bas dans le 14e pour que le bus, chaque fois, il soit pas obligé de, vous savez, pour tourner, de monter sur le trottoir, parce qu'il peut pas tourner, parce que la place est tellement bien faite. Alors qu'avant, il passait nickel. Voilà. Bon, il n'y avait plus de trottoir du coup, parce qu'il était défaussé, mais ça passait nickel. Acheter un logement à Marseille aujourd'hui, c'est comme acheter à Paris en 2014, Le Monde. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi ils disent ça? Ben voilà. Depuis la crise sanitaire, une vague d'acheteurs venus de la capitale fait grimper le marché immobilier. Voilà, ils sont en train de nous tuer Marseille. Voilà. Tout ça parce que, ben, à Paris, comme c'était l'allemand, ils ne pouvaient rien faire. Donc ils ont vu à Marseille que c'était cool, que chacun faisait ce qu'il voulait. Donc ils sont descendus à Marseille. Ils se sont dit, ouais, c'est mieux. Et c'est que avec des méchantes situations, parce que du coup, ils achètent, ils viennent de Paris, et je veux dire, c'est des jeunes avec leur mentalité pourrie de Parisiens, là. Parce qu'ils comprennent rien, eux, à Marseille, les Parisiens. Moi, quand je parle, que des fois, je parle même à des mecs de, même pas de Paris, hein, d'ailleurs, que je parle avec mes mots à moi, et, ah ouais, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu es de Marseille ou quoi? Ouais, ah oui, mais non, tu n'es pas du peuple de Marseille, d'accord, ok. Tu es fonctionnaire, machin, ok, d'accord. Oui, c'est pas la même vie. D'accord. C'est pas, nous, c'est argotique. Vous voyez, le langage, eux, non, c'est soutenu. Vous voyez, voilà. BFM TV, Marseille. Enfin, BFM Marseille, du coup. Le préfet ordonne la fermeture d'une école musulmane après des manquements. Alors, déjà, moi, je me dis, soi-disant qu'il y a tant de problèmes avec les musulmans et les écoles musulmanes. Hein, on est d'accord, on part du principe qu'on a énormément de problèmes avec les musulmans et les écoles musulmanes. Ok. Fais le intégriste, machin, pâté couffé. Fait bon, ok. Comment ça se fait que tu permets à une école, parce que là il est écrit hors contrat, d'ouvrir? Enfin, je sais pas, je comprends pas, il n'y a pas un contrat, je sais pas comment ça fonctionne. Mais à un moment donné, moi je veux bien, mais j'ouvre un truc, il fait une installation, je veux dire, c'est pas un truc dans un garage. Tu peux pas ouvrir un truc dans un garage. Donc c'est obligé, c'est des locaux, électricité, il faut déclarer quelque chose, à mon avis, quand même, à la mairie ou un truc comme ça. C'est une rue devenue bien calme dans le 15e arrondissement, donc c'est à l'Estac là-bas. Ouais.
Et pour cause, l'école primaire hors contrat qui s'y trouve est accusée de favoriser le repli communautaire et a dû fermer ses portes après la publication d'un arrêté préfectoral et l'intervention de policiers il y a une dizaine de jours. De nombreux manquements y ont été constatés lors de 3 contrôles effectués par les services de l'éducation nationale. Le contenu pédagogique n'était pas garanti à cause d'enseignants sans diplôme. Mais tu la fermes pas de suite, la truc? Mais même pas tout l'ouvre en fait, mais je sais pas. Fait, tu n'as pas une fiche où il y a écrit les employés qu'il va y avoir? Fait, je sais pas, pour contrôler quelque chose avant que ça s'ouvre. A expliqué le préfet de Provence Alpes-Côte d'Azur, Christophe Mimon, dans son arrêté daté du 9 mars. Les inspections ont aussi permis de constater des manquements relatifs au contrôle de l'obligation scolaire et de l'assiduité des élèves, avec notamment des listes d'élèves qui ne correspondaient pas à la réalité. Enfin, l'Éducation nationale a découvert l'existence d'un organisme d'enseignement à distance rattaché à cette école coranique et non déclarée. 15 jours pour changer d'école. Ouais, ben du coup, c'était pas une école. Ma foi. Des courriers de mise en demeure avaient été déjà adressés aux responsables de l'établissement. Ouais, quand? Au mois de septembre? En cas de non-respect de la demande de fermeture de l'école, le directeur encourt une... Ah bah oui, mais là, de toute façon, il va la fermer, son école. Hein. Ma foi, il y a un arrêté préfectoral. Les parents des 195 élèves, ah ouais, quand même, ah bah oui, donc voilà, il y avait une structure. Donc, vous voyez, je vous dis, c'est pas normal. C'est pas normal ce qu'il vous dit, c'est illogique. Comment tu... Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. En fait, tu ouvres ce que tu veux quand tu veux, en fait. Voilà, c'est surtout ça ce qu'ils sont en train de dire, moi, je pense. Et donc, on va finir sur ça. Donc, comme je vous disais dans la séquence précédente, la Provence, vente aux achères par la CCI de Marseille, le président de la région, Renaud Muselier, rappelle quelques points de droit. Ouais, il faut ce qu'ils veulent comme ils veulent. Bon, lui aussi, hein, de toute façon, il fait ce qu'il veut quand il veut, hein, mais... ouais, mais tant qu'à faire, bon, oui, on se dit, bon, allez, c'est 100 euros des 15 000 euros qu'il a touché ce mois-ci, il a fait quand même quelque chose. Voilà, bon, ça va. Ça vaut pas les 14 600 qu'il se touche par mois. Bon voilà, là j'ai fini pour Marseille, donc on va passer sur écologie et du coup on enchaînera sur santé. Donc on le met dans l'écologie puisque bon, c'est par rapport à la crise ukrainienne, mais du coup ça a rapport avec l'écologie. Ils vont être contents les écolos, hein, avec leur CO2. Le retour en force du charbon en Europe. Voilà, sur fond d'explosion, alors ça c'est les échos, sur fond d'explosion des prix du gaz, la production d'électricité à partir du charbon repart à la hausse après un reflux de près de 10 ans. Compte tenu des difficultés d'approvisionnement en gaz et de la faible production nucléaire, le phénomène devrait encore s'amplifier. Alors, je rappellerai aux écolos, du coup qu'on parle de charbon, qu'il y avait comment ils appelaient ça, le fog, je sais pas quoi, en Angleterre, hein, le brouillard, tellement il y avait des usines à charbon. Je sais pas, enfin, voilà, moi, morte au poisson rouge, je vous explique, à un moment donné, au début de la truc industrielle, de l'ère industrielle, il y avait tellement d'usines à charbon, tout le monde se chauffait au charbon, c'était que le charbon, le train, fait tout, que du coup, il y avait une espèce de brouillard, et les gens, ils avaient des problèmes de poumons, d'asthme, énormément de problèmes respiratoires. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on disait le brouillard londonien, d'accord? C'était pas une histoire de brouillard, c'était une histoire que c'était saturé en pollution, en fait. Un peu comme Pékin. Donc, une fois qu'ils ont dégagé tout, ça allait mieux. Et là, on remet du charbon, ça va être un problème de pollution. Vouloir produire plus au nom de l'indépendance agricole, c'est comme vouloir mettre plus d'automobiles sur les routes au nom des économies d'énergie. Je vous dis, ils font n'importe quoi. En vérité, ils font des trucs, ils font tellement de trucs, ils pensent à tellement de choses pour notre bien-être, qu'à un moment donné, ils font des choses en contresens de ce qu'à la base, ils nous ont dit ou ils nous font faire. Vous voyez? Comme le rappellent près de 200 scientifiques, la guerre en Ukraine montre les limites de nos systèmes productifs actuels. Depuis le début du conflit, les lobbies agro-industriels ont poussé leurs arguments avec un succès éclatant jusqu'à remettre en cause en France au moins la stratégie Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, le volet agricole du pacte vert de la Commission européenne. Le président candidat Emmanuel Macron, enfin le futur président quoi, Emmanuel Macron l'a annoncé jeudi 17 mars, le projet de verdissement de l'agriculture européenne sera adapté à l'aune de la crise. Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, comme les vaches,
Ayant déjà annoncé la fin des jachères en France, on peut s'attendre à ce que cette adaptation s'apparente à une volonté de démantèlement en bonne et due forme. Ah ouais, pesticides, voilà. Oh, nous, on devait réduire les pesticides, les engrais. Là, ça va être, allez, vas-y, on arrose tout parce que il faut produire maintenant. Eh oui, ils vont tout détruire, ils vont finaliser leur plan grâce à la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Moi, je vous le dis. Et leur plan, c'est pas un bon plan pour nous. C'est pas un bon projet. Je vous explique, c'est vraiment pas un bon projet. Nouvelle Ops. La centrale tourne plein pot à Saint-Avold et Cordemais, le difficile adieu au charbon. Quoi vous dire, sans commentaire. Hein. On continue dans les bonnes nouvelles. Les Échos. Gaz, la crise russe relance l'intérêt pour l'énorme gisement lorrain. Alors là, il vous explique que en fait, c'est pas de la fracturation hydraulique, c'est de la fracturation hydraulique. Voilà. Non, c'est bien fait. Je vais vous le montrer. C'est magnifiquement bien expliqué. Au lieu de l'extraction charbonnière durant 150 ans, l'ancien bassin houillé de l'Est mosellan recèle encore un énorme gisement de gaz dans les profondeurs de ses veines de charbon inexploitées. Candidate à la captation de cette manne, la Française de l'énergie, qui a succédé en 2015 au groupe australien European Gas Limited, attend impatiemment une réponse à la demande de concession qu'elle a déposée fin 2018 sur la base d'un gisement attesté de 6,7 milliards de mètres cubes. 5 forages réalisés entre 2007 et 2017 lui ont permis d'évaluer le volume global à 60 milliards de mètres cubes, soit l'équivalent de 10 ans de la consommation de gaz en France. Ça me rappelle un peu Pfizer et son vaccin. Hein, au début, la FDE se propose de valoriser ce gaz en circuit court à l'échelle régionale et transfrontalière. Alors, dossier inflammable. Nous disposons en Lorraine de l'une des plus importantes ressources d'Europe de l'Ouest et des études démontrent que l'usage de ce gaz présente une empreinte carbone, voilà, écoutez bien, présente une empreinte carbone 10 fois moindre que celle du gaz russe. Ok ? La mode d'exploitation envisagée n'a rien de commun ni avec l'extraction charbonnière qui supposait le creusement de larges galeries, ni avec le gaz de schiste obtenu par fracturation de la roche. Attention, c'est un truc, c'est pas commun. Hein, ça vous rappelle pas Pfizer? C'est le premier truc, on l'a jamais testé. Hein. Alors, la technique proposée par la FDE consiste à réaliser des forages verticaux semblables à ceux de l'eau potable, à 1000 mètres de profondeur, puis à faire circuler des drains horizontaux d'un diamètre de 15 cm dans la veine de charbon pour y capter le gaz, sans créer de gros vides. Donc ça va créer des petits vides quand même, hein, puisque c'est des drains horizontaux. Donc ils vont en mettre plein, je suppose, vous voyez. Donc ils vont faire un truc comme ça, et après ils vont foutre tous les 15 cm ou les 20 cm, puisque ça fait 15 cm de diamètre. Ouais, c'est petit. Donc ils vont en foutre plein, donc ça va faire des petits vides après. Puisqu'il n'y aura plus de gaz, il n'y aura plus d'eau. Hein, puisque là, il faut passer de l'eau. Le risque d'affaissement minier semble donc écarté. Sur le périmètre de la concession demandée, qui englobe 191 km² répartis sur soit 40 communes de l'Est mosellan, la concession Bleu Lorraine divise élus et habitants. Ah ouais, les inquiétudes portent essentiellement sur l'impact des forages sur l'eau et le risque de fuite de méthane. Méthane qui n'est pas un gaz à effet de serre. Hein, je préviens. Non, c'est un gaz à effet de serre. Hein, c'est ça les écolos. Les écolos, c'est CO2 danger. On défonce les sols, pas grave. Alors, je vous parlais dans ma précédente vidéo que j'étais pétrolo-sceptique. Mais c'est pas que je suis pétrolo-sceptique, c'est que ils vous disent tout le temps que on va manquer de pétrole, mais on en découvre toujours depuis 50 ans. Hydrocarbures, courrier international. Découverte d'un important gisement pétrolier en Algérie. Voilà, hein, la dernière fois, l'autre vidéo où je vous parlais de je ne sais plus où, là c'est en Algérie. La compagnie pétrolière d'État algérienne, la Sonatrach, vient d'annoncer la découverte d'un important gisement pétrolier dans le bassin de Berkine. Une trouvaille réalisée grâce aux travaux effectués par la société italienne Eni. Ils nous ont pris pour des perdreaux.
Alors, 7000 barils d'huile et 140 000 mètres cubes de gaz associés par jour. En tout, cela représenterait à peu près 140 millions de barils de pétrole brut. Mais on va manquer d'essence. 40 milliards de dollars pour le développement de ces activités. Ben voilà, on a trouvé du pétrole encore. Reporter, le gouvernement finance l'industrialisation de la forêt. Alors les écolos, vous êtes où? Pourtant ça vous concerne le CO2, la forêt. Coupe rase, plantation d'arbres non adaptés au changement climatique, tels ont été les financements du gouvernement pour les forêts, révèle une association. Au même moment, le gouvernement présentait les conclusions des assises de la forêt. Ouais, ils sont pleins d'assises, de concertation, de débats, de commissions, hein. Mais c'est nous qu'on paye, hein, mais bon. Quel avenir pour la forêt française? Ah, ben ouais, c'est un peu comme pour le peuple français. Est en voie de disparition. Voilà. Hein, la fierté d'être français, les valeurs, les vraies valeurs, hein, chrétiennes, coupe rase. Ainsi, 400 millions d'euros ont été annoncés pour l'industrie du bois et 1,5 milliard d'euros sont dédiés au renouvellement forestier. Mais ces mesures permettront-elles à la forêt française de faire face à la crise climatique? En clôture de ces assises, on nous dit qu'il faut mettre de l'argent public sur le renouvellement de la forêt. Nous, on répond, faisons une pause et regardons comment l'argent a été dépensé ces 2 dernières années dans le cadre du plan de relance. Coupe rase et industrielle. Le plan de relance décidé par le gouvernement après le premier confinement avait prévu 200 millions d'euros pour la filière forêt-bois, dont 150 millions pour renouveler et diversifier les forêts dans un contexte de changement climatique. Nous, ils vont planter que des cactus, vous voyez, ou des aloe vera. Bon, je sais pas. 87% des projets en forêt privée financés par le plan de relance sont des coupes rases suivies de plantations. Or, dans la plupart des régions, le Douglas n'est pas adapté à un climat qui se réchauffe. Ainsi, d'importantes surfaces de forêt bien portantes ont été rasées. Cet enrésinement de la forêt irait dans le sens de l'industrie du bois. Ah ouais. Parce qu'en fait, normalement, la forêt, elle se gère toute seule. Vous savez, les arbres, ils tombent, ça se pourrit. Il y a d'autres plantes que quand l'arbre il tombe, ça fait du soleil, elle pousse, vous voyez, c'est tout un écosystème, c'est tout bien géré. Vous voyez. Et eux, ils arrivent en fait, ils vous disent, bon, on va mettre que des chênes. Mais non, parce que justement, c'est la diversification de l'espèce qui fait qu'il y a des papillons, des petits insectes, des bactéries, des champignons, et tout ça, ça fait la vie de la forêt. Ben non, eux, un peu comme quand ils faisaient les palmiers, là, de palme, l'huile de palme. C'est pareil. Donc, ils sont en train de tuer la forêt française. Ouais, c'est bien. Bon, je parle chasseurs, puisque soi-disant, c'est eux qui gèrent l'écologie rurale. Congrès des chasseurs, ils préfèrent inviter Zemmour et Le Pen qu'un écologiste. Ça en dit long, commente Yannick Jadot. Mais tu pourrais interdire tout, toi. C'est comme si tu vas avoir des pêcheurs, tu lui dis, bon, mais là, vous allez pêcher le poisson, mais vous n'allez plus utiliser de canne à pêche, de filet, vous voyez, vous aurez votre bateau, voilà, et puis peut-être javelot, une lance, je sais pas, enfin, vous vous démerdez, en fait. Non, mais s'il te plaît, ben, bien sûr qu'ils vont pas t'inviter. Alors ça aussi, vous avez vu qu'il y a eu le sable du Sahara. J'ai vu sable du Sahara, de partout. J'ai dit, attends, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Soi-disant, parce qu'il y avait du sable, enfin, le sable du Sahara est venu jusqu'en France. Genre toutes les années. Je sais pas. Enfin, c'est pas un truc qui est exceptionnel qu'il y ait du sable du Sahara en France, en fait. Et comme par hasard, cette année, il était radioactif. Nuage de sable radioactif. Ça fait 50 ans que je vis, 50 ans, presque toutes les années, on a du sable du Sahara, mais il n'était pas radioactif. Cette année, exceptionnellement, il est radioactif. Faites attention au sable du Sahara. Très dangereux. Là, je ne sais pas si vous avez vu, France Info, agriculture, l'obligation de mettre les cultures en jachère pourrait être levée mercredi 23 mars. Face aux hausses de coûts, voilà, ils vont défoncer les sols. D'un coup, je viens d'y passer. Vous allez voir qu'ils vont autoriser la culture des OGM parce qu'ils vont dire, sinon ça va utiliser, vous savez, soi-disant trop de pesticides, d'engrais et tout. Donc ils vont dire, nous on a trouvé un nouveau OGM, c'est comme Astérix. Il met le chêne, un peu de potion magique, d'un coup tu as une chêne de 150 ans. Ben là pareil, ils vont trouver une plante qui produit trop vite, trop bien, avec des épis de maïs comme ça, vous allez voir. Je suis sûre et certaine, on va voir. Donc là, c'est par rapport à la guerre en Ukraine, mais bon, du coup, c'est écologique. Enfin, c'est justement non écologique, mais bon, c'est dans le truc écologie, les échos. Engie se tourne vers le gaz de schiste américain pour moins dépendre de la Russie. Ils sont en train de tuer les États-Unis aussi. Bon, mais eux, c'est grand.
Donc du coup, ça se verra moins. Faites-en plus longtemps. Ils vont le faire encore sur des trucs où il y avait des paysages magnifiques. Enfin bon. France Info. Au Maroc, la pire sécheresse depuis 40 ans fait craindre une grave pénurie d'eau. Ça aussi. La planète, elle est réglée un peu comme notre corps. Vous voyez, c'est une horloge. Vous voyez, c'est bien fait. C'est quand ça s'abîme, ça se répare. Vous voyez, c'est bien fait. Avant, il y avait plein de petits cours d'eau et ça humidifiait les zones. Et donc, du coup, les plantes, elles poussaient et tout. Sauf que ces petits cours d'eau, ils les ont détournés pour en faire de grosses réserves d'eau. Voilà. Et donc, les endroits où il y avait ces petits cours d'eau, ben, il n'y a plus rien. Voilà. Et après, ils vont vous dire, ah oui, la terre, elle se dessèche. Vous voyez, c'est pour ça que moi, je suis climato-sceptique. Parce qu'en fait, il faut savoir comment fonctionne le truc. La mer salée, là, la mer morte, pourquoi elle est de plus en plus morte? Ben, en fait, parce qu'ils ont capté tout le peu de rivières qui allaient dans la mer, qui l'alimentaient. Ils les ont captés pour boire, puisque bon, il y a des populations. Mais c'est pour ça que la mer d'Aral, elle a disparu, parce qu'ils ont capté l'eau pour en faire des réserves. Vous voyez? Et en plus, il ne faut même pas des réserves couvertes, souterraines, parce que comme ils ont dit, ça serait mieux, parce qu'il y aurait moins d'évaporation. Que là, c'est des immenses lacs où le soleil y frappe, et donc du coup, il y a beaucoup d'évaporation, mais pas comme il faudrait en fait. Pire sécheresse, en plus là, avec la guerre en Ukraine, il n'y a plus de blé, enfin, ça va être la galère parce qu'ils sont énormes consommateurs de blé, tous les pays Afrique du Nord, ça va être compliqué. Quand je vous dis que les autres pays, enfin, surtout l'Afrique, va passer devant les pays occidentaux. Ça c'est France Info. Afrique, énergie. La géothermie, une source d'énergie propre exploitée au Kenya. Parce qu'ils ne sont pas encore les mecs. Hein. Au Kenya, elle permet de fournir l'électricité à un tiers du pays. Ah, ils ne sont pas emmerdés avec le gaz russe. Hein. Ah oui. Et là, ils ne vont pas s'emmerder avec le gaz américain. Eh non. Au cœur de la vallée du Rift. Kenya. Bon, la plus belle. Ouais. Le parc d'Hell's Gate renferme des roches fumantes. Avec une activité volcanique très dense, elles produisent des vapeurs naturelles. Ah oui, ben c'est sûr que nous, on n'en a pas trop. Bref, c'est pour vous dire que voilà, ils n'ont pas besoin du gaz russe ni du gaz bâché. Le Monde, réduction de l'usage des pesticides et les raisons d'un échec. Oui, je vous dis, vous allez voir. Un rapport d'inspection resté jusqu'à présent confidentiel analyse les incohérences et le manque de détermination de l'État pour diminuer de moitié l'usage des produits phytosanitaires dans l'agriculture française. Voilà. Et vous, après, ils viennent vous prendre le bourrichon avec leur CO2, avec leur virus, leur masque et leur distanciation sociale, alors qu'on va tous crever de cancer. Nos enfants, les filles vont devenir des garçons, les garçons vont devenir des filles avec leurs perturbateurs endocriniens. Hein, c'est magnifique. Le constat est connu, le plan éco-phyto n'a pas tenu sa promesse de réduire de moitié le recours. Ah ben t'inquiète que là, il risque pas de tenir sa promesse. Ils vous sortent des trucs, ils vous font payer les trucs, et après ils vous disent, l'État après, ah ouais, ben ça n'a pas marché. D'accord. Bon, j'ai mis dans l'écologie, mais c'est aussi la crise en Ukraine. Usine nouvelle. Des terminaux flottants de regasification du GNL pris d'assaut pour remplacer le gaz russe en Europe. Voilà, l'Union européenne cherche à réduire rapidement, il est écrit, ils sont pressés, rapidement, ses approvisionnements en gaz en provenance de Russie. L'une des alternatives est d'importer davantage de gaz naturel liquéfié d'autres fournisseurs. Les terminaux méthaniers du continent étant quasiment saturés, ouais, il doit y en avoir deux, les rares unités flottantes de regazéification disponibles sont prises d'assaut. Vous vous rendez compte? C'est sur la mer, il y a quoi que ce soit, je ne sais pas le bordel que ça va être encore ça. Mais oh, les écolos, Jadot, tu es où? Toi et ton éolienne là, les méthaniers, machin, c'est pas un problème, hein? Là, il faut soutenir l'Ukraine. Tu ferais mieux de t'occuper de ça, tu vois. C'est plus ton rôle, tu as vu, que de dire qu'il faut envoyer des armes aux Ukrainiens. Le Monde, en Tunisie, le renouveau des semences paysannes. Vous savez que ici, il y a des semences, vous n'avez pas le droit de les utiliser. Enfin, il me semblerait. La pandémie, la crise du blé et la crise du prix du blé, due à la guerre en Ukraine, ont remis au centre du débat la problématique de la sécurité alimentaire dans le pays. Eh ouais, ah, ils sont pas comme... Ben, eux, ils n'ont pas encore tout détruit. Donc du coup, ils peuvent encore s'en sortir. Nous, ça y est, c'est bon. Mais eux, ils ont encore de l'espoir. La dépêche.fr, des pesticides à risque dans 50% des fruits et légumes. Arlette lui a fait que choisir. C'est pour ça que je ne mange pas de fruits et de légumes. Je ne veux pas m'empoisonner. Mais je vous promets, tous ceux que je vois manger de la viande, c'est pas tous ceux,
Mais je veux dire, ils ont pas moins de problèmes de santé que moi. Limite, moi, j'ai moins de problèmes de santé qu'eux. Parce que moi, à part les trucs osseux, ligamentaires et tendons, vous voyez, sinon, franchement, j'y vais très bien. Bon, j'ai pas de cholestérol. Enfin, du coup, j'en sais rien puisque je vais pas chez le médecin. Du coup, j'ai pas de cholestérol. J'ai pas de... Je suis jamais malade. Euh, je cicatrise super bien. J'ai jamais été infectée de ma vie. Et tous les autres que je vois, ils sont pleins de maladies. Ouais, j'ai du cholestérol, du diabète, du machin, du truc, du chose. Je sais pas, je comprends pas. Et ils sont pleins de légumes, de fruits, ils suivent le truc. Fait, oui, c'est bizarre. L'association de consommateurs UFC Que Choisir dénonce ce jeudi la contamination de 50% de fruits et légumes issus de l'agriculture intensive par des pesticides à risque. Non, parce qu'il y a des pesticides qui ne sont pas à risque. Toxiques pour la reproduction ou l'ADN ou perturbateurs endocriniens. Ah, ouais, Jadot, il s'emballe. Hein. Rousseau aussi, elle s'emballe le pompon. Hein. Les pommes, aliments les plus contaminés. Ah ouais, en plus, j'adore. Limite, j'aime que les pommes. J'en mange même plus parce que. Voilà. Les produits bio moins concernés. Ben ouais, mais ils sont quand même. Vous savez que si vous plantez le légume dans un terrain pourri, dégueulasse, plein de pesticides et tout, votre fruit ou votre légume, il a beau être planté sans pesticides rajoutés, c'est pareil. Enfin, je veux dire, oui, il y en a moins, mais c'est pareil. Hein. Le bio, ça marche plus. Il y a de moins en moins de bobos. Les Échos, la ferme urbaine agricole placée en redressement judiciaire. La start-up qui cultive fraises, salades et herbes aromatiques dans des conteneurs en Seine-Saint-Denis a reçu des offres de repreneurs. Depuis sa création en 2015, elle a levé 35 millions d'euros. C'est de la merde, ton truc. C'est tout. Hein. Voilà. Deuxième coup dur pour la French Tech. Eh ouais. Après Sigfox, Agricool a été placé en redressement judiciaire. Start up, down, start down. Voilà. Up, down. Eh ouais, c'est quoi hein. Et on finit par ça. Le Monde, en Moselle, la Française de l'énergie, ben c'est l'article, ben c'est la suite, attend toujours le feu vert de l'État pour extraire le gaz de couche. Donc c'est un gaz de couche, un gaz non conventionnel, composé majoritairement de méthane. Donc ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ah oh, mais on ne sait pas. Et emprisonné dans les veines de charbon inexploitées. Donc il y a les veines, donc si tu fais dégager la veine, pour récupérer le gaz, ben ça fait des trous, hein. Fait des tunnels. Pour l'extraire, la société propose d'effectuer des forages. Ouais, d'accord. Il n'a jamais été question d'utiliser la fracturation hydraulique. Ouais. Non, ça fracture pas. Non, c'est pas à la bourrée. C'est gentil. Ouais, non, on va finir sur l'Afrique, du coup. Le filtre planté prend racine au Sénégal. Et oui, parce qu'ils ont trouvé une technique super écologique, eux. Voilà. Pour filtrer les eaux usées. Voilà. Papyrus. Oh, c'est con. Eh oui, des papyrus. Eh ouais, la plante des bougnoules. Eh ouais, ben voilà, ça filtre. Donc je vais enchaîner sur santé maintenant. 20 minutes. L'OMS s'inquiète face aux nouvelles flambées de contamination dans le monde. Alors je vais t'expliquer, mon cher Andropoulos Panayesus, là, qu'on a autre chose à penser. On a autre chose à penser. Vers une inversion. Il a dit non, un masque, ça sert à rien avec Omicron. Covid-19, la Chine face à la plus grosse poussée de l'épidémie depuis 2020. Ouais, ils sont dans la merde, hein. Parce qu'ils ont eu 280 cas au cours des dernières 24 heures sur 1 milliard de personnes, s'il te plaît. Il faut le savoir. Donc là, c'est l'hécatombe. Oula. Donc là, strict de confinement. C'est des fous, hein. Ils sont fous, ces Chinois. Ils sont en train de leur faire la misère, leur peuple. La Chine n'a fait état que de 120 000 malades de Covid environ, sans compter les personnes asymptomatiques, ainsi que 4636 morts, attention, hein, sur 1 milliard de personnes. C'est très grave ce qu'il arrive en Chine, c'est grave. Mais du coup, je dis en santé. Voilà l'actuel. Marseille bientôt vit le test pour la légalisation du cannabis lors du forum pour la légalisation au Parc Chanon de Marseille samedi 10 mars. Ah ouais. Des élus et des associations ont proposé d'expérimenter la légalisation. Ah bah là, tu manqueras pas de matos. Là, je t'explique. Ah, c'est pour ça qu'ils viennent tous ici, les bobos parisiens. Vous savez, je vous avais parlé de Hong Kong. Mais là, j'ai encore trouvé un truc. RTL. Hong Kong se meurt, victime de la pandémie de Covid-19 et de la mainmise de la Chine. Vous vous rendez compte? Depuis début février, plus de 100 000 personnes ont fui Hong Kong. Vous voyez que je vous avais dit.
en raison d'une brutale résurgence épidémique, mais aussi de la brutalité du gouvernement local. Oh, c'est un truc de fou. L'un des centres financiers les plus importants du monde est en train de s'effondrer. Ce petit territoire naguère extrêmement prospère à la pointe méridionale de la Chine, avec quelques 7 millions d'habitants, se vide de ses cadres. Non mais c'est chaud en vérité, hein. Moi je vous dis, c'est super chaud ce qu'il arrive là. Vous voyez, c'est comme si c'était la City de Londres ou la Défense à Paris, que tout le monde se barre. Vous vous rendez compte? Une infection. BFM TV assure que la France est dotée de suffisamment de pastilles d'iode, comme nous avions assez de masques, a-t-il précisé. Les yeux dans les yeux, attention. Le ministre de la Santé veut rassurer. Ah oui, oula, on va te croire. Ouais. C'est une donnée classifiée, attention, hein, de l'iode, hein. Enfin, ce que vous trouvez dans le sel en fait, hein, car lié à des questions de conflit. Non, et si une centrale nucléaire qui explose, hein? C'est pas un conflit là. Vous voyez comme il vous dit de la merde. Répond d'abord le ministre parisien avant d'assurer, mais je peux vous dire les yeux dans les yeux que nous avons assez d'iode pour couvrir tous les besoins de la population si c'était nécessaire. Ouais, 130 millions, oui, mais bien sûr, comme si on avait 130 millions de comprimés d'iode. Et alors, s'il faut en prendre un par jour, on fait comment? En 2 jours, on n'en a plus quoi. Le truc, ça reste 500 ans, hein, enfin, soi-disant, hein, puisque je suis nucléaro-sceptique. Selon les profils, l'automédication pour l'iode pourrait se révéler dangereuse, ouais, mais comme pour tout, en fait, et provoquer de possibles effets secondaires thyroïdiens et cardiaques. Ouais, bien sûr, ben, comme tout truc, ouais, si tu en prends trop. D'ailleurs, on va passer sur une étude, mais mort de rire, du coup. Paracétamol, donc ça c'est capital. Paracétamol, des médecins découvrent un effet indésirable préoccupant. Alors vous dites, putain, merde, surtout que pendant 2 ans, ils nous ont bourré de Doliprane, hein, le gouvernement, puisque chaque fois qu'on a quelque chose, il faut prendre un Doliprane. Donc tu as de l'apnée, c'est Doliprane, tu as mal à la dalle, c'est Doliprane, tu vois plus, c'est Doliprane. Un essai clinique réalisé par des chercheurs britanniques tente à montrer que la prise de paracétamol peut faire augmenter la pression artérielle. Donc vous vous dites, oula, non, mais il faut voir le truc. Prudence si vous prenez du paracétamol. Une étude en population réalisée par des chercheurs britanniques, financée par la Fondation britannique pour le cœur, non, mais attention, vous vous dites, a démontré que la prise de paracétamol fréquente chez des personnes hypertendues pouvait faire augmenter la pression artérielle. Alerte, l'UFC, que choisir? Vous dites, oula. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont étudié une centaine de volontaires à qui ils ont administré successivement, non mais écoutez bien, 4 grammes de paracétamol par jour pendant 2 semaines. Le médecin ne vous dit pas 3 grammes par jour, déjà c'est trop, hein, il vous dit surtout il ne faut pas dépasser la dose. Et encore, vous prenez du paracétamol, quoi, allez, 2-3 jours. Là, 4 grammes de paracétamol pendant 15 jours. Ah ben c'est sûr que ça risque de lui faire des effets secondaires, ouais, c'est sûr. Puisqu'on te l'explique dans la posologie qu'il ne faut pas dépasser 3 grammes. Donc effectivement, si tu en prends 4 grammes pendant 15 jours, ouais, effectivement, tu risques d'avoir des problèmes d'effets indésirables. Vous voyez comme ils vous prennent pour des cons. Il est donc important pour les personnes atteintes d'hypertension de se pencher avec son médecin sur la balance bénéfice-risque d'un traitement au long cours à base de paracétamol. Le mec, il va pas te donner pendant 15 jours du paracétamol. Si tu as vraiment mal, il va te donner autre chose, mon chéri, tu vois. Il va ou te donner du paracétamol peu dosé avec codéiné, donc du coup, c'est moitié-moitié, presque, de la cortisone, ou au pire de la morphine, tu vois. Mais il ne va pas te donner, pendant 15 jours, 4 grammes de paracétamol. Le médecin, c'est fou furieux, hein, je t'explique. Voilà les études qui vous pondent. Covid-19, l'OMS tire la sonnette d'alarme sur les levées des mesures en Europe. Ouais, mais tu n'as pas compris, nous, il y a la guerre maintenant, donc il n'y a plus de Covid. Reportage. L'enjeu, c'est l'avenir de la santé des enfants. Une école francilienne teste les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Après les avoir empêchés de sortir dans les parcs, avec le pass vaccinal, d'aller faire du sport, dans les salles de sport et tout, puisque mon fils ne pouvait plus y aller, il n'y a plus de personne qui pouvait y aller. Hein. Après leur avoir foutu le masque pendant le sport, hein, puisque
à l'intérieur pendant le sport et tout. Maintenant, ils s'inquiètent, il leur faut faire du sport 30 minutes par jour sur l'heure scolaire. Voilà, ça, ils apprennent encore moins. Non, c'est bien. Moi, je dis c'est bien. Et les gens, je suis sûre qu'il y a des parents qui sont contents. Je suis sûre qu'il y a des parents qui disent oh ouais, super, oh, c'est bien ça, cette histoire. BFM TV, YouTube, c'est pas moi. J'ai moins respecté les gestes barrières. L'épidémie de Covid-19 repart, même chez les triplement vaccinés. Elle dit, oh là là, j'ai fait de la merde, j'ai pas respecté les gestes barrières. J'étais vaccinée, combinaison, masque à gaz et tout, et j'ai fait un calais. Eh ouais, là, voilà. Vous pouvez avoir été vacciné 3 fois et malgré tout être infecté. Le vaccin protège contre les formes graves, mais pas contre les formes légères, pas contre les hospitalisations, ni contre la mort. Qu'on soit bien clair. Hein? On résume. Le vaccin protège contre les formes graves, ok, pas de problème. Par contre, il ne protège pas contre les hospitalisations, puisqu'il y en a toujours. Dans les hôpitaux, ils sont à 70% vaccinés, vous pouvez vérifier. Il ne protège pas des formes légères, puisqu'il y en a qui se retrouvent chez le médecin avec des symptômes. Et il ne protège pas de la mort, puisqu'il y a toujours des gens qui meurent de la Covid-19. D'accord? Donc effectivement, il protège que des formes graves. On est bien d'accord. Pas de l'hospitalisation, pas de la mort, ni des formes légères.